libanaise, des grands auteurs. C'est un auteur immense. Ici, un personne absolument incroyable. Incroyable. La crise. Finalement, c'est salut. Le grand savant. L'incontournable. L'incontournable. Écoutez, j'ai besoin de voir votre visage. C'est le tiers du livre. Les 2 tiers sont des documents. Alors ça, la fille, vous êtes les bienvenus. Comme vous le voyez, nous sommes quelques épines et beaucoup de roses. C'est joliment dit. Et c'est ce qui fait que nous avons pu commencer à l'heure. Et que ceux qui souhaitaient venir sont véritablement présents. Laissez-moi seulement signaler la présence de quelques nouveaux venus. Je veux dire le grand Henri Zré, qui est un auteur immense. Un grand spécialiste de la littérature et de la culture libanaise. Il est en fréquentation, j'allais dire constante, des grandes icônes de notre culture. Je veux parler de Gibran, de Saïd Haed, et je ne veux pas oublier les auteurs français qu'il connaît parfaitement. Il est, j'allais dire, plus que bilingue, il est doué. Merci, professeur. Il est présent. Merci. Et ensuite, laissez-moi aussi vous dire que je suis personnellement très heureux d'accueillir pour la première fois notre amie Valérie Arakash, que j'accompagne déjà depuis quelques années, dont j'admire le parcours, et pour les parents de laquelle j'ai une amitié indéfectible. Nous avons mené des combats ensemble que nous avons gagnés. Donc vous êtes la bienvenue. Et puis laissez-moi aussi vous dire que Magali Katra, aujourd'hui exposée à la galerie Sharif Tabe, est ici pour la première fois avec nous. Quand je l'ai connue, elle était jeune, un peu trop jeune peut-être, qui m'avait permis à l'époque d'acquérir l'une de ses toiles au prix qui pouvait me convenir à ma bourse de l'époque. Mais je conserve précieusement et sa toile et ses dessins. Merci, c'est un honneur. Et je ne veux pas oublier aussi, je ne veux pas oublier non plus, plutôt, le grand Jean-Louis Mingui, qui m'honore chaque fois de son amitié, de sa présence, de son affectueuse supervision de ce que nous faisons. Il est un ami, j'allais dire, de toujours. Et comment ne pas oublier aussi d'autres personnes de qualité qui sont ici, pas pour la première fois, mais qui reviennent avec plaisir, ou de voyage, comme notre ami Lana, ou de Vetmeré, ou de la corniche de Bermude, comme la grande spécialiste de nos jeunes talents libanais, Madame Nadine Bektash.
Odile, cette fois-ci, tu vas avoir aussi le temps de lancer tes pics. Nous les attendons. Mesdames, Messieurs, donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci d'être revenus ou d'être venus pour la première fois. Merci encore. Le marché de l'art au Liban est un marché qui est actuellement, je ne dis pas en question, mais il pose un certain nombre de problématiques. Est-ce que les prix sont justifiés? Est-ce que les auteurs libanais, est-ce que les peintres, les sculpteurs, les artistes libanais trouvent dans un pareil marché de la notoriété et la valeur que leurs œuvres méritent? Est-ce que notre art libanais est en train d'exister vraiment? Est-ce qu'il y a trop d'inspiration? Est-ce que les galeries d'art font ce qu'elles doivent faire? Est-ce que les commissaires-priseurs sont à la hauteur de ce que nous espérons? Avant de commencer cette réunion, je voudrais vous raconter quelque chose. J'étais avec ma femme, elle a disparu tout d'un coup, chez Sotheby's à Londres, il y a de cela peut-être une trentaine d'années. Chez Sotheby's à Londres, ils ont aux étages du sous-sol, ils ont des emplacements pour entasser les œuvres jusqu'au moment où elles seront mises en vente. Alors, j'avais la chance à l'époque d'avoir de bonnes relations avec un certain Oliver Barker, le même qui vend depuis 3-4 années les œuvres les plus chères de l'histoire de l'art. C'est celui que vous voyez à la télévision en train de vendre des Modigliani, etc. Alors, Oliver Barker s'est présenté, il avait une chemise avec un col absolument, j'allais dire, troué. C'était des trous ici tellement. La chemise était propre, mais le col, pas présentable du tout. C'était, à l'époque, c'était vraiment, pour un Libanais, c'était une vision, j'allais dire, ubuesque. Comment, chez Sotheby's, on peut avoir un col aussi laid, aussi mal en point? Et Oliver, avec qui j'ai entretenu au fil des ans un certain nombre de relations, m'a dit, écoutez, monsieur Najjar, regardez cette toile, achetez-la. Je dis, combien elle coûte? Il m'a dit, 20-25 000 pounds, mais ça va monter beaucoup. De qui il s'agit? Il m'a montré une toile absolument moche, ahurissante, insortable. C'était des gribouillis. Il m'a dit, écoutez, ça c'est un Auerbach. Auerbach. J'ai dit, qui c'est? Il m'a dit, achète. Il m'a dit, achète cet Auerbach. J'ai dit, non, c'est pas joli. Ça ne correspond pas au canon du beau, de la beauté que j'imagine. Alors je suis réservé, et puis 25 000 pounds pour une horreur de ce genre. Eh bien, aujourd'hui, un Auerbach se vend dans les 300 à 400 000 pounds. Je voulais vous dire qu'un commissaire-priseur, c'est aussi un ami, c'est aussi un conseiller, c'est aussi quelqu'un qui s'y connaît. Il voit passer les choses. Je vous dis ça tout simplement
pour vous dire que je n'aimerais pas passer à côté de votre amitié et de vos bons conseils. Je vous remercie. Alors, nous avons l'honneur d'être dirigés aujourd'hui par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Samir Barak, au demeurant grand collectionneur et pourvoyeur du musée sur Soc. Il lui a prêté peut-être 150 œuvres. Voilà. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Madame la Générale, Merci. juste pour vous dire, la chemise dont vous parlez aujourd'hui coûte plus cher que celle qui était là. Non mais c'est sûr. Aujourd'hui, les chemises trouées coûtent plus cher que les chemises neuves. Parce que c'est la mode. Donc, Merci. Mais moi, petit gribouillard que j'étais incapable de danser comme ça. Je vous remercie d'être présent à cette seconde réunion de notre série sur l'art au Liban. Et la dernière fois, nous avions défriché le terrain, nous avons posé un tas de jalons, sans aboutir à un tas de conclusions. La conclusion générale était que oui, le secteur le marché de l'art au Liban, tout comme les autres marchés, a subi une régression dans le cadre de l'effondrement économique et financier du Liban. Et politique. La question que nous allons traiter aujourd'hui dans les séances qui viendront est de savoir ce que les acteurs principaux du marché de l'art, c'est-à-dire les galeristes, les spécialistes des ventes aux enchères, certainement, je ne crois pas qu'ils attendent le règlement de l'économie et de l'état des finances du pays qui risque de prendre des années. Entre-temps, vous allez vous retrouver dans une situation de survie, ce qui est le cas actuellement. Et la question que je pose est la suivante. Est-ce que vous, de votre côté, puisque vous n'attendez pas grand-chose des décideurs, qu'est-ce que vous avez entrepris, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour contenir les effets négatifs de l'effondrement, de la crise économique qui vous touche directement de plein fouet? Vous avez incontestablement pensé à régler certains aspects de votre commerce. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce qu'il y a une remise en compte des prix, une surévaluation, une sous-évaluation de certains artistes? Quel est le marché de l'art aujourd'hui? Ce qui était avant la crise, que s'y sont devenus ces peintres? Est-ce qu'ils étaient vraiment surévalués, comme dit Ibrahim Najjar, et qui le seront peut-être moins d'ici 20 ans? Est-ce que les peintres ou les artistes d'aujourd'hui ont une valeur extrêmement importante et il vous appartient de savoir qui sont ces peintres et quels sont les prix qui devraient être pris en considération étant donné la crise que nous vivons. Donc, vous êtes des acteurs principaux pour redresser le marché qui est en difficulté aujourd'hui. Et il vous appartient aujourd'hui de nous donner exactement les idées que vous avez entreprises jusqu'à présent pendant ces 2 ans et que vous comptez continuer à l'avenir pour survivre dans une situation économique déplorable. Alors, je m'adresserai essentiellement aux galeristes et aux spécialistes des ventes aux enchères pour vous dire exactement quelle est vraiment la politique que vous suivez pour contenir les difficultés que vous menez actuellement. Je donnerai la parole à Saleh. C'est pas il n'y a pas de réponse miracle, il n'y a pas de
En fait, la question du marché, c'est une question d'offre et de demande, toujours. Donc, la question des évaluations des prix, c'est aussi la pression de ceux qui ont envie d'acheter, ceux qui n'ont pas envie de vendre, etc. Tout ça. Et moi, je tiens toujours à dire que la question de la qualité n'a rien à voir avec la question des prix et du marché. C'est deux phénomènes qui sont absolument parallèles. Auerbach a été, il sera toujours un très grand peintre dans une veine particulière de la peinture expressionniste, qu'il ait un prix qui était bas et qui a été à un certain moment réévalué comme Etal Adnan ou plein d'autres artistes, c'est à raison de beaucoup. Par exemple, un artiste qui est reconnu par un marché international comme les États-Unis, ses prix montent. Okay? Francis Bacon a quitté l'Angleterre en 1977, ses œuvres se vendaient à 350 pounds. Il va aux États-Unis, maintenant il vaut 100 millions. C'est une question de marché, de puissance du marché. Donc quelque part, un artiste qui est reconnu au Liban et ça fait 2-3 semaines depuis la mort de Etel Adnan que j'envoie des mails à beaucoup de gens qui écrivent aujourd'hui que cet artiste a été découverte par Caroline Christophe Barkayev à la Documenta de je ne sais pas quoi, quelle année. C'est pas vrai. Etel Adnan a toujours été très révérée au Liban. C'était une grande artiste. Elle a toujours été très bien présentée par la galerie Janine Erbez. Tout le monde adorait Etel Adnan. C'était quelqu'un qui, au Liban, et pas seulement au Liban, dans le monde arabe, était une sommité, une doyenne. Alors, le fait que les institutions occidentales n'aient pas reconnu cet artiste parce que les marchés fonctionnaient différemment, parce que les marchés occidentaux étaient axés sur le centre occidental, ça ne met pas en question la question de la qualité et de l'importance. Il y a 50 000 personnes qui veulent aujourd'hui les Etel Adnan et il y a 50 pièces, les prix montent. Et voilà, il y a des cycles, il y a des périodes où on a envie d'acheter des œuvres violentes, après il y a des périodes où on a envie d'acheter des œuvres colorées. C'est très compliqué. Alors, par rapport à moi, à ma galerie, parce qu'il y a beaucoup de politiques différentes que quelqu'un peut adopter en face d'une crise. Comme je vous disais un peu avant, c'est que pour moi, la survie est très importante. Aujourd'hui, on est dans une période noire, difficile, compliquée, et que la chose la plus vitale pour moi, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas fermer, de ne pas sortir du marché, mais de garder la galerie ouverte, faire des expositions. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas faire des expositions comme on faisait avant. Il faut prendre en considération que le ticket moyen de la plupart des Libanais est devenu beaucoup plus... Il y a les gens très riches qui ont l'argent dehors, mais qui sont aujourd'hui plus intéressés aussi par le marché international. Et il y a les vrais passionnés qui continuent leur vie comme tout le monde ici et qu'ils ont toujours un petit pouvoir d'achat. Et donc, personnellement, je me concentre un petit peu plus sur les jeunes artistes, les nouveaux artistes avec qui on a plus de leverage pour la question du prix. Parce qu'aujourd'hui, on peut vendre des choses entre 500 et, je dirais, 5 000 $. Au-delà, ça devient plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un marché. Voilà. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui d'assumer la survie des protagonistes de la scène artistique. Les artistes, les gens qui travaillent autour des artistes, les galeries. Et je crois que quelque part,
dans une situation qui est absolument dépressive et complètement en catastrophe, je crois que le marché de l'art quand même tient bon. Ça ne veut pas dire qu'il est prospère, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'abondance, mais je crois que quand même, il tient très bon. Les Libanais ont toujours aimé l'art, ils aiment toujours l'art et y croient comme une valeur assez sûre. Merci. Nathalie, donnez-nous votre point de vue sur... Vous voulez dire Valérie? Valérie. J'ai l'habitude. Très bien, on va s'y habituer désormais. Voilà. Alors, donnez-nous votre point de vue sur les ventes aux enchères. Quand je pose les questions de l'affaissement de la crise, enfin du marché de l'art, j'établis évidemment le dollar comme valeur de référence. Nous n'allons pas oui, on va rentrer certainement avec pas la rentrer dans ce livre. jeu, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez fait la dernière donnez-nous fois. votre point de vue Voilà. sur... Faites une comparaison entre avant et aujourd'hui. Quand vous avez maintenant une Écoutez, nouvelle vente aux aujourd'hui, enchères. je vais vous dire, entre avant et aujourd'hui, ça l'a bien mentionné, le marché de l'art se maintient. On ne va pas rentrer dans le stéréotype de l'art valeur refuge, parce que ça a ses limites aussi, on le voit aujourd'hui. Mais malgré tout, le marché de l'art aujourd'hui se tient. Nous, en tant que maison de vente aux enchères, vous avez demandé qu'est-ce qu'on fait pour essayer de tenir. D'abord, on travaille un petit peu conjointement avec les galeries, c'est-à-dire que nous bénéficions du travail que fournissent les galeries au quotidien. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle de promouvoir un artiste, c'est le rôle de toutes les galeries de Saleh, de Janine, d'Odile, etc. Et nous en retirons les fruits, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond qui se fait depuis les 2 dernières années, remarquable. Après, on peut parler de quantité au détriment de la qualité, ça c'est un autre débat. Mais le marché s'est maintenu, il y a eu une volonté collective. Donc, eux de leur part, nous de la nôtre, tous les intervenants de vente aux enchères sur le marché se sont tout de suite mis au digital. Et je pense que cette crise que nous avons traversée nous a poussé à donner une exposition, un exposure beaucoup plus grand que ce qui ne l'était avant. Donc aujourd'hui, moi je vois avec de mon expérience le chemin qui a été fait en 2 ans à partir du moment où une plateforme a été mise en place, une plateforme américaine avec une excellente technologie derrière, qui fait que bon, aujourd'hui le monde est à nous. Donc, ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes qui résidaient à l'étranger et qui ont été tentées aujourd'hui d'acheter libanais. Donc, à l'avenir, quel est le défi? Le défi est de continuer ce mouvement, mais il y a quelque chose, aujourd'hui j'ai l'impression, dans le temps, on disait, il y avait un marché de l'art, aujourd'hui il y a un art du marché. Et c'est ça toute la différence. Dans le temps, celui qui avait de l'argent pouvait acheter une œuvre d'art. Aujourd'hui, on achète de l'art pour faire de l'argent. Et moi, c'est ça un petit peu qui me laisse... j'observe, vous savez, en tant que maison de vente, on observe et on réagit. Mais acheter de l'art pour faire de l'argent, c'est comme tout investissement, c'est très très risqué. Et on l'a vu, c'est cyclique. Il y a eu des périodes, si je vous parle de Jean Royer, par exemple, il y a 30 ans, Jean Royer, personne ne le connaissait au Liban. Quand je faisais des inventaires, quand je suis rentrée au Liban en 98, on voyait du Jean Royer, on donnait des tout petits prix. 10 ans après, Jean Royer flambait à l'international et on envoyait toute la marchandise Jean Royer du Liban, on l'envoyait dans les grosses maisons de vente parce que là-bas, il y avait un potentiel d'achat. Donc, aujourd'hui, Jean Royer se maintient. J'essaie un petit peu de parler d'autre chose que de la peinture parce que le marché de l'art ne se résume pas malheureusement qu'à la peinture. Le marché de l'art, on le voit ici, c'est de plus en plus restreint, mais c'est dommage. Moi, quand je vois par exemple des ivoires chinois qui sont en train de monter en prix, donc ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que maison de vente aux enchères, on doit tenir. On doit tenir et supporter la montée des prix.
Ensuite, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter par rapport à la façon dont on a réagi. Il y a aussi, par exemple, ce que je note depuis les 2 dernières années. Oui, il y a eu de la demande pour les très belles œuvres, et ça, il y aura toujours. Et en temps de crise, la demande pour les belles œuvres va se maintenir, et elles garderont leur cote. Mais il y a en temps de crise aussi des personnes qui... On est en train de voir une démocratisation de l'art. Aujourd'hui, je vends beaucoup d'artistes que je ne vendais pas avant parce que les gens se sont intéressés à ça. Et il y a des petits budgets qui sont tout à fait disponibles. Il y a de l'art qui est disponible pour de petits budgets. Et je pense que c'est ça un petit peu le chemin qui va peut-être être pris dans les prochaines années. En temps de crise, il faut un petit peu axer sur ça, sur rendre accessibles des artistes de 2e catégorie qui ont un potentiel. Ou alors changer, il y a peut-être aller dans le monde de la giclée, il y a des choses qui vont se faire peut-être au niveau de la giclée, peut-être que vous en avez entendu parler. Voilà, c'est rendre l'art accessible à toutes les personnes qui n'ont plus les moyens de se payer des belles choses. Est-ce que nous pouvons déceler un changement de clientèle au cours de ces 2 dernières années? Il y a une augmentation de clientèle et un changement de goût. Mais non, il n'y a pas vraiment un changement de clientèle. Non, je suis plus précis. Est-ce que les acheteurs sont actuellement localisés au Liban ou ce sont des acheteurs de l'étranger? Le deuxième point que je pose est le suivant. Est-ce que les ventes d'œuvres d'art, toiles ou sculptures ou autre chose, se font au Liban ou se font à l'étranger? Ils se font partout, ici et à l'étranger, c'est ce que je vous disais. Non, je parle de comparaison par rapport à avant les deux. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, moi je dirais, il y a beaucoup plus de ventes qui se font, en tout cas de mon expérience chez moi, de clients à l'étranger qu'il n'y avait pas avant. Mais attention, quand on parle de marché étranger pour la peinture libanaise, on parle essentiellement de Libanais expatriés. Celui qui vous dira qu'il est en train de vendre son Chafi Aboud à un Allemand, j'aurais des doutes. Une autre question, est-ce que les prix sont tombés pendant ces 2 dernières années? Peut-être qu'il faut ajouter, en fait, s'il y a aujourd'hui plus d'acheteurs à l'étranger, c'est parce que aussi les plateformes de vente ont évolué, parce qu'avant, un monsieur à Los Angeles, libanais, n'avait pas accès aux ventes de Valérie. Là, maintenant, il n'a pas seulement un accès, il a une app sur son téléphone et il participe encore plus efficacement que s'il est dans la salle de vente. Donc, est-ce que les prix sont tombés au cours de 2 dernières années? Vous en aviez parlé la dernière fois déjà, et Saleh avait bien défendu le point de vue en disant qu'il n'y a pas eu d'effondrement, il y a eu un réajustement léger à la baisse, mais qui est proportionnellement bien inférieur à la chute totale du pays. Donc l'art s'est maintenu. Mais oui, il y a eu une légère baisse après, mais c'est là où je n'ai pas très envie qu'on rentre dans ces conversions de taux de change, de marché parallèle, parce que bon, on en est tous fatigués. Mais oui, clairement, il y a eu un réajustement à la baisse. Mais est-ce que c'est grave? Ce n'est pas grave. Dans toute crise et dans tout marché et dans tout cycle, il y a des gouffres. C'est cyclique, ça va descendre, ça va faire un nettoyage par le bas et ça va remonter. Moi, je ne suis pas du tout inquiète. J'ai toujours dit depuis le début septembre 2019, j'avais dit ça va tenir 2-3 ans et puis après ça va s'effondrer. Je pense qu'on va y arriver, mais ce n'est pas grave. Il faut un renouveau pour ensuite que ça redémarre. Et puis si vous voulez parler en termes d'investissement, un investissement ne se fait pas sur 2 ans. Un investissement en général c'est sur 15 et 20 ans. Donc regardez la courbe des choses et vous voyez qu'il y a eu une hausse du marché de l'art depuis le début des années 2000. En fait, ça a commencé en 2007. Tout a commencé grâce à Christie's quand ils se sont installés à Londres et qu'ils ont donné, à Dubaï, et qu'ils ont donné à nous, à notre art libanais, une ampleur internationale. Ils ont positionné ça
de manière internationale. Et je sais très bien, je veux dire, j'avais rencontré William Lowry, qui travaillait à l'époque chez Christie's, qui était venu me voir pour avoir des informations sur le marché libanais. Bon, ils en avaient beaucoup à apprendre, ils ont très vite appris et ils nous ont aidés, et tant mieux. Aujourd'hui, on récolte un peu les fruits de leur travail. Par contre, si on regarde aujourd'hui Christie's et Sotheby's, donc et même les gros qui s'installaient, qui s'étaient installés à Dubaï, à grands frais, etc., et qui présentaient de la marchandise, des œuvres d'art du Moyen-Orient, libanaise, iranienne, irakienne, égyptienne, au fil des années, ils sont en train de mettre un petit peu de côté l'art libanais au profit des Iraniens, des Irakiens, des Égyptiens. Parce que finalement, c'est une money talks, c'est tout. Pour les grosses boîtes de vente, le marché de l'art libanais est ridiculement petit par rapport à tout ce qu'il y a par ailleurs. Bon, c'est à nous à défendre notre marché sur le marché international et voilà. Odile, quel est votre sentiment sur tout ça? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas autant optimiste que Valérie ou que Saleh. Parce que il y a quelque chose qui perturbe beaucoup les gens à l'étranger. Par exemple, quand on affiche un prix en dollars qui sont des dollars, les gens à l'extérieur ne savent pas. Et le mélange se fait très vite. Dans leur tête, ils pensent qu'on est en train de vendre à des prix fous en dollars. Ils ne savent pas que c'est des dollars. Et moi, j'ai en permanence des demandes de gens qui veulent vendre des tableaux au Liban, croyant que le dollar est un dollar. Or, c'est divisé par 5, si je me trompe. Alors, je leur réponds que c'est des dollars et que ça ne vaut pas grand-chose. Ils n'arrivent pas à gober ça. Donc, au fait, nous marchons et nous exposons sur une supercherie relative à l'étranger. Je regrette, mais à mon avis, c'est ça. Et j'ai reçu 4 ou 5 demandes d'exposition au Liban. Ah, mais les prix flambent chez vous. Et voilà, tel et tel a vendu à 300 et à 200 et à 500 000. Ramenez-les à la juste valeur, c'est nul, c'est divisé par 5. Est-ce que vous pensez que les prix ou certains prix de certains artistes ont été surévalués pendant les années passées ou pas? Non, enfin, les artistes avaient des prix normaux quand la crise a commencé. Et puis, brusquement, vous avez vu certains artistes monter leur prix d'une façon extravagante, mais c'était en dollars. Donc, au fait, ils ont baissé leur prix. Et la personne qui avait acheté avant se trouve lésée. Et qu'elle essaye de revendre sa toile en dollars. Elle perd la moitié. Alors moi, pour ma part, j'ai arrêté les ventes. Je ne veux plus vendre. J'attends que la situation se stabilise et je ne veux pas avoir affaire à des clients qui pleurnichent chez moi pour me dire que l'œuvre qu'ils ont acquis, elle fait moitié prix actuellement. Et c'est le cas, à mon avis. Les œuvres vendues sont à moitié prix qu'avant. Est-ce qu'il y a eu des galeries qui ont fermé pendant ces 2 années? On a vécu le même problème dans l'immobilier dans les années 85. Moi, je connais des propriétés, des chalets, le même chalet. Un l'a payé 300 000 $ et un an après, l'autre l'a payé 600 000 livres, ce qui faisait 30 000 $. Mais c'est ça ce qui c'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est une question de monnaie et de change. Moi, j'arrête. J'ai arrêté complètement les ventes. Nada, est-ce qu'il y a eu des galeries qui ont fermé pendant ces 2 années? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de la situation des galeries actuelles, mais je nuancerai quand même ce que Odile vient de dire maintenant par rapport à la chute des prix. Et j'essaierai de ne pas comparer le marché de l'art avec un autre marché immobilier ou autre. Bon, c'est vrai qu'on vit une situation grave au point de vue monétaire et que le marché de l'art s'est adapté à cette situation, forcément, puisqu'il a continué à fonctionner.
Maintenant, quelle est la façon avec laquelle il s'est adapté? Elle est variable selon les époques des artistes dont on parle. Si on parle d'artistes contemporains, d'artistes modernes, d'artistes, c'est variable. Et bon, certains prix se sont réajustés, mais je ne pense pas que ça a nécessairement à voir avec la crise, comme par exemple, je ne sais pas s'il faut qu'on nomme des artistes. Disons, tu pensais à qui, par exemple, Odile, quand tu dis que les prix ont chuté? Quelle catégorie d'artistes? Tous les artistes sont en train d'être vendus en dollars. Est-ce qu'un de vous encaisse des dollars frais? Non. Alors justement, et vous payez vos artistes en dollars frais? Donc la situation actuelle, elle est catastrophique. Elle a bénéficié. Donc le fait qu'il y ait eu ces plateformes digitales, ça a renforcé et revigoré le marché des ventes aux enchères, qui est un marché secondaire. Ça, on est d'accord. Maintenant, pour les Lollars, parfois quand on convertit, on retrouve les mêmes prix. Ça dépend des artistes. Très difficile. C'est pas très difficilement. Quand vous devez diviser par 5, vous ne retrouvez jamais le même. Mais si, mais parce que le prix se répète. Est-ce que votre artiste accepte d'être payé en dollars? Alors moi justement, comme je suis un marché secondaire, je n'ai pas d'artiste propre, c'est ça. Nous faisons vivre les artistes. Oui, exactement. Il y a une différence entre votre mode de fonctionnement, celui des galeries, et celui des maisons de vente. Mais si je peux intervenir, en tant que maison de vente aux enchères, si par exemple un artiste avant la crise avait une valeur, je dis n'importe quoi, de 1 000 $, l'estimation que nous mettons dans le catalogue de vente en dollars, c'est un simple taux de conversion au deal. Ça dit vous mettez à 5 000. Oui, exactement. Vous mettez à 5 000. Oui. Exactement. On a nos calculatrices en nous permanence. avons une réserve, disons, de 5 000, 4 000. D'accord. Maintenant, calculons ce que reçoit l'artiste en fait. Non, ne nous parlez pas à nous d'artistes. Non. Derrière nous, il y a des artistes. Il y a des artistes qui vivent derrière nous. Oui, c'est deux modes de fonctionnement différents. C'est ça. Nous, on a les vendeurs qui viennent revendre, en fait. L'argent est bloqué à la banque. Ni l'artiste peut le retirer, ni nous, on peut le retirer. Oui, ça, c'est le problème. Donc, ils n'ont rien du tout, en fin de compte. Et ils doivent vivre, ces gens-là. Alors, moi, c'est stop. Pas de dollars, pas de vente aux enchères, pas de prix, rien, je veux pas. Je veux pas, parce que je veux pas que ces gens soient lésés. Attendons que ça se rétablisse et qu'ils aient, en contrepartie d'une œuvre qui est leur travail, leur pensée, leur cœur, qu'ils aient quelque chose entre les mains, pas du hawashari. Il y a une chose qu'on doit analyser. Actuellement, ce qui se vend pendant ces 2 années, ce sont des œuvres de peintres qui avaient déjà un stock avant les 2 années. Est-ce qu'il y a de nouvelles œuvres qui sont vendues? Est-ce qu'il y a un renouveau? Et s'il y a un renouveau? Ils produisent et il y a de jeunes artistes qui sortent. C'est ça. Alors, l'estimation de leurs œuvres est importante en période de crise. Est-ce qu'elle est suivie par le public, c'est-à-dire ils achètent leurs œuvres selon les prix qui sont fixés par les galeristes ou les maisons de vente aux enchères? Oui. Moi d'abord, je pense que finalement, tout est sujet avec l'économie, avec la politique. On a des guerres, après une guerre, après une révolution, il y a des transformations. Et dans le marché de l'art, et dans la vision de l'art. Vous savez, quand la politique va bien, on veut redorer le blason, on monte les tableaux, et tout. Et quand ça ne va pas, ça devient totalitaire, on ne peut pas parler, ça devient on va en prison. Moi, je trouvais qu'avec la Saoura, avec les révolutions, j'ai décidé d'offrir la galerie à tous les jeunes qui veulent faire quelque chose. Parmi ces jeunes, il y a des artistes exceptionnels, vraiment. Et c'est là où on peut aujourd'hui travailler notre marché de galeristes, je parle. C'est très joli les anciens, c'est très joli Chafi Aboud. On ne peut pas vivre en rêvant de Etel, de Huguet et de Chafi Aboud. Et il y a un changement, le pays change, l'évolution change. Les jeunes aujourd'hui
Peut-être parce que papa et maman ont un rabout, ils n'ont pas pensé à acheter un rabout de la jeune génération. Alors, on choisit, je ne sais pas. Moi, parmi ces jeunes, j'en ai eu 55, 60 jeunes qui ont exposé à la galerie. Parmi eux, il y en a au moins le tiers qui est très bien. On ne peut pas, nous occuper du tiers. Mais j'ai fait une expérience. Parmi ces gens, il y en a 4 ou 5 que j'expose plus ou moins régulièrement. Et cette personne, si les gens ont confiance en notre choix et si nous, on sait choisir, on revient à la polémique du galeriste. Vous mettez sur le marché des œuvres d'une personne de qualité, la peinture de qualité, la sculpture de qualité, et vous étudiez vos prix parce que quand même vous êtes galeriste depuis 30 et 40 ans, donc vous savez étudier les prix. Et vous lancez ces jeunes avec des prix très raisonnables. $, ou dollars, quand dollars ils sont très raisonnables, les gens payent en dollars, vous voyez. Donc ça, vous êtes en train de changer et le marché de l'art monnayeur et ne plus rêver des 100 000 et des 200 000 dollars. Nous vivons dans le contexte libanais, plus ou moins arabe aussi, parce que même maintenant, la Jordanie vient chez nous, l'Arabie appelle, et les Dubaï, on continue à avoir nos relations avec notre marché. Et on se suffit. Il faudrait apprendre à se suffire de ce marché. Comme on était avant la boom, avant Christie's, avant Dubaï, avant les foires. C'était la boom qui finalement ne voulait rien dire. C'est vrai, on a fait de l'argent. Aujourd'hui, on doit se réadapter à notre situation financière, si vous voulez, économique, mais surtout à notre situation politique. C'est très important ce que vous dites. Donc il y a un changement spectaculaire. La crise que nous vivons, économique, politique et autres, a eu un impact direct sur les nouveaux prix qui sont actuellement affichés aux nouveaux artistes, ce qui est extrêmement important. Absolument. Et il y a beaucoup de la jeune génération, je ne sais pas, ça a l'air tout le monde, on a de la jeune génération. Qu'est-ce qu'ils achètent dans les ventes aux enchères? Je ne sais pas. Mais la jeune génération aujourd'hui vient beaucoup plus voir des expos qu'il y a 5, 6, 7 ans. Quand le marché était seulement prêt aux élitistes, les jeunes, ça ne les intéressait pas. Aujourd'hui que le marché est ouvert aux jeunes, quelque chose de laid, quelque chose de beau, c'est pas ça l'important. Les jeunes sont en train de s'intéresser. Or, notre pays aujourd'hui, on doit vivre, nous, avec les nouveaux jeunes qui vont faire ce pays. On ne va pas rêver de Sotheby, ni de Christie's, ni de machin. J'ai une question corollaire. Les prix qui étaient pratiqués avant la crise sont toujours soutenus ou bien ils sont tombés? Je parle des gros artistes. Il y a une remarque aussi que je voudrais faire à ce propos pour relancer, enfin, enlève ton truc, reprendre les propos de Nadine. Il y a aussi un facteur très important qui est apparu après cette crise, c'est que les gens jeunes ou moins jeunes se sont rendus compte, mais surtout les jeunes parce qu'ils sont plus réactifs, se sont rendus compte que leur argent auquel ils tenaient, l'argent liquide dans les banques, n'a pas grand intérêt. Donc ils se sont tournés vers des valeurs différentes. Donc c'est soit de l'art, soit autre chose, mais beaucoup de l'art. Donc ça a quand même joué un rôle, ça a été un facteur important des 2 dernières années, je pense, non? Là où le client, enfin la personne tenait à un certain chiffre dans son compte en banque pour en obtenir plus d'intérêt, parce que finalement c'est comme ça qu'il calculait. Maintenant, ils se sont rendus compte que cette somme-là, ils peuvent faire autre chose avec, de plus utile. Mais après, ce que nous avons écouté ici, qui est extrêmement important, parce qu'il y a un clivage nouveau, n'est-ce pas, les prix qui sont pratiqués. Que deviennent les prix qui étaient pratiqués il y a 2 ans? Est-ce qu'ils sont toujours soutenus ou bien c'est tombé? Vous parlez des grands maîtres. Si
si on a des œuvres à vendre de ces gens-là, ben, il y a des gens qui tiennent absolument à avoir une œuvre de X et qui finalement la payent. Mais moins qu'avant. Au moins moitié-moitié. Hein. On a une grande partie en dollars et une autre partie en livres libanaises. Donc c'est moins. Comme dit El Odile, multiplié par 5. Mais nous recevons, certes, ça dépend de ce que la personne veut. Quand c'est un jeune, une très bonne peinture de jeune, tout le monde accepte une part logique en dollars. Et la clientèle, elle est La établie au clientèle, Liban certainement ou ce qu'elle a sont des changé. Libanais de Moi, l'étranger? pour moi, elle a changé et je suis ravie qu'elle ait changé. Où elle est? Parce que, où elle est? Oui, la clientèle qui achète ces œuvres d'art se trouve au C'est Liban les ou jeunes, ce sont c'est- des Libanais de Des l'étranger? couples jeunes, des jeunes, c'est incroyable. Comme c'est agréable de Je ne parle les pas voir. des nouveaux peintres, je parle des anciens peintres, il y a 2 Ah, ans. non, les anciens peintres. La moi, les clientèle jeunes, se trouve où c'est à toujours, l'étranger? non, c'est toujours quelqu'un qui veut ajouter une peinture à sa collection. Qui se trouve où? Au Liban ou qui se trouve à l'étranger? Au Liban. Au Liban. L'étranger aujourd'hui vient chez nous. Oui. L'étranger, je parle arabe, vient chez nous à cause naturellement de ce qu'il voit sur notre site. Et nous avons eu aussi, je ne sais pas pourquoi, des Américains. C'est rare et bizarre. On était ravis de vendre à des Américains des œuvres jeunes, pas des œuvres de maîtres, des œuvres jeunes. Le ministre Najjar Brahim, Brahim prend la parole. s'il te plaît. Mais c'est extrêmement intéressant ce que nous entendons. Il y a comme une réalphabétisation du marché de l'art, Oui, il faut. réinitialisation des données et des paramètres. Moi, j'ai 5-6 questions en vrac comme ça. D'abord, est-ce que les catalogues qui sont online, ou bien les ventes en physique, en présentiel, est-ce que les œuvres sont facturées en dollars ou en dollars? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un essoufflement du marché de Dubaï ou non? Une baisse. Troisièmement, est-ce que les grands peintres que vous avez nommés tout à l'heure ont connu une baisse de valeur ou non? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de faux récemment, par exemple, je pense à Arnaud, ou non? Est-ce que les galeries d'art maintenant comprennent mieux qu'avant que les œuvres des Libanais qui viennent, qui sont nouveaux sur le marché, étaient dans le temps surévaluées? Est-ce qu'on est revenu à des proportions plus raisonnables? Est-ce que l'art libanais est bien coté au Liban? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui vendait pour sa première exposition 5 ou 10 000 dollars accepte maintenant de vendre, mettons, à 2 000 dollars? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Quelles sont les transformations? Est-ce que nous assistons à un paysage nouveau? Est-ce que cela permet d'investir dans les jeunes ou non? C'est une série de questions que je pose tout simplement pour alimenter le débat et non pas pour dire quelque chose d'intéressant. Très bien, ce sont des questions pertinentes qui nous intéressent tous. La question que je relève parmi toutes ces questions très importantes, est-ce que plusieurs artistes libanais, avant les 2 années de crise, ont été vraiment trop surévalués ou pas? Certains, oui. Et À comment cause- ils ont été moi, surévalués? Est-ce que c'est lui-même, son ego, il a dit « moi je suis un Van Gogh » Comment ça s'est passé? Comment se passe la fixation du prix? Malheureusement, on s'est, pendant un certain nombre d'années, à cause de Dubaï et de Abu Dhabi et des ventes aux enchères et de Sotheby's et tout ça, on était presque obligés de nous aligner parce que l'artiste voyait ses prix flamber. On devait s'aligner plus ou moins à leur prix. Mais
moi, je n'aimais pas beaucoup ça, je ne le faisais pas beaucoup. Et aujourd'hui, je trouve que ce grand maître, qui a flambé à un moment donné, c'est de la spéculation, c'est parce qu'on a envie de faire comme, c'est pour imiter, etc. C'est pour se croire être très grand peintre. Cette personne, aujourd'hui, revient à sa vraie valeur avant le flanc, avant que ça n'ait flambé. Il est obligé de revenir à sa vraie valeur. En fait, il vend beaucoup moins parce qu'il revient à sa vraie valeur. Il y a toute une tranche d'argent qui, aujourd'hui, en principe, ne peut pas être atteinte. Mais cette surévaluation du prix, c'est faite par le biais de Dubaï ou bien elle était déjà faite? Non, moi je pense qu'on a suivi ce qui se passait dehors. Donc Dubaï a été une falsification totale. Oui, moi je pense que Dubaï a fait beaucoup de tort. Pas seulement sur le point, sur les Je parle de Dubaï comme ça, hein, c'est pas Dubaï. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé à cette époque. Oui. Aussi sur les faux qu'ils ont vendus à Dubaï. Consciencieusement, conscient ou inconscient, je ne sais pas. Mais ils ont fourgué une quantité de fausses toiles énorme. Quand on parle, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé la dernière fois. C'est important. Mais est-ce qu'on sait où sont ces ateliers de faux? Oui, oui. Oui, Et qu'est-ce qu'ils font? Que fait l'État actuellement? Rien. Il n'a jamais rien fait. Rien. Vous rigolez? Il y avait beaucoup... L'État achète les faux. Il y avait beaucoup de faux. Il fait ses collections avec les faux. Mais qui sont ces... On les connaît, ces ateliers, non? Il n'y a pas de mesures répressives contre ces gens-là. La flambée de Dubaï a convaincu certains faussaires de travailler plus et de fournir sur les plus. Mais ça a fait du tort aux artistes. Les artistes qui sont très très montés très haut aujourd'hui et se demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut faire des choses qui plaisent autant pour que je vende autant, et autant le autant n'est pas atteint à Beyrouth. Donc moi je trouve que cette flambée a fait du tort aux artistes avant de nous faire du tort à nous. Et vous voulez que l'État rectifie ça, mais qu'il commence par rectifier leur poche. Oui, d'accord. Mais pour savoir, est-ce qu'il y a eu des mesures répressives contre ces ateliers de faussaires? Pardon? Il y a eu des mesures répressives, on les a mis en prison, on a fait... Jamais de la vie. Mais eux, ils sont les plus grands escrocs. Ceux qui sont censés les mettre en prison. Il faut commencer par cela, par les rectifier à eux, leur tête et leur mentalité. Et après, on leur demande de rectifier des œuvres d'art qui sont le dernier de leurs soucis. Les corrompus d'aujourd'hui, que tout le monde connaît, certains d'entre eux achetaient dans le temps et faisaient leur collection, vous devez savoir. Et moi, je ne sais pas chez les autres, aujourd'hui, rien de toute cette masse n'arrive et demande à acheter quelque chose. D'abord, ils ont acheté plein de faux et revendu encore plus. Je ne sais pas, mais enfin, moi je sais. Oui, d'accord, mais je ne sais pas s'ils ont revendu. Ils ont revendu en quantité, c'est descendu dans les catalogues des œuvres fausses. Dans les catalogues de Christie's et de Sotheby's. Ah oui, là il y a eu des exemples, oui, certainement. Et vous n'avez pas intervenu? Tu savais que c'était des faux, tu n'as pas intervenu, mais ils t'ont pas écouté. Mais j'ai dit à qui je vais dire? Tu appelles la maison de vente, tu leur dis je vous signale que ce tableau est un faux. Mais excuse-moi, mais quand c'est monsieur avec 10 titres avant lui et 600 soldats derrière lui, non, et que je dois dire, mais c'est qui qui a mis l'étoile? Les noms des gens sont dessus. Oui, ok. Donc, vous croyez qu'ils sont touchables? Valérie, je veux vous poser une question. Quand vous établissez les prix dans les ventes aux enchères, vous les établissez en accord avec le vendeur ou bien avec le marché? Parce qu'il y a eu des prix qui étaient peut-être déraisonnables à un moment. Est-ce que vous êtes refaite à la descente aux enfers ou pas? Un prix d'estimation, tout expert dans une maison de vente aux enchères, s'il a un rôle, c'est justement celui de savoir estimer. Les estimations se mettent toujours en fonction d'une valeur de marché publique.
évidemment, il y a l'accord du vendeur. Il n'y a que 2 fois où j'ai refusé des œuvres à vendre parce que je les estimais à un prix qui était pour le vendeur trop bas. Il en voulait beaucoup plus. Est-ce qu'en général, les prix sont tombés dans votre maison Vous avez déjà posé cette question. Non, c'est parce que j'ai pas eu de réponse. Si, je pense qu'on a tous répondu plusieurs fois en disant Bref. que oui, les... Est-ce que nous avons des experts au Liban? Ah, bonne question, excellent. Alors, si je peux répondre... Qui est expert de qui? Justement. Tout le monde est expert. Moi, je pense qu'au Liban, et c'est la particularité de notre marché, il n'y a pas vraiment d'experts. Il n'y a pas de profession enregistrée auprès de l'État où vous êtes expert. Contrairement à la France, à un système français où l'expert est enregistré auprès de l'Alliance française, etc. Sa responsabilité est engagée sur 30 ans. La responsabilité se transfère à ses héritiers. Donc il y a une pression qui se met au niveau des experts en France qui est tellement énorme que, croyez-moi, parce que je discutais avec un expert français justement qui me disait « je ne veux même plus signer de rapport d'expertise parce que je n'ai pas envie d'engager ma responsabilité ». Parce qu'aujourd'hui, un expert, quand il prend la peine d'expertiser une œuvre d'art, il le fait avec les moyens qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire, si je dois expertiser un meuble ou un tableau, pour prendre un tableau parce que c'est le sujet qui intéresse le plus, je le fais avec ma connaissance de la toile, du pigment, du style, etc. Mais les avancées scientifiques de recherche se font sur les années. Donc le jugement que je vais porter aujourd'hui sera peut-être remis en question dans 20 ans s'il y a de nouvelles découvertes technologiques et scientifiques. Du coup, en France, ils ont ce problème. Nous, au Liban, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment d'experts en tapis, d'experts en œuvres, en tableaux, etc. Il y a de très bons connaisseurs. Pour ma part, et mon père, on m'a toujours dit, nous sommes généralistes. Une maison de vente aux enchères au Liban, nous sommes trop petits pour avoir plusieurs départements, plusieurs experts dans chaque département. Il se fait, et c'est notre force quelque part, c'est de nous y connaître de manière générale dans chacun des domaines de l'art. Ensuite, quand il y a des œuvres plus pointues, il faut que l'on fasse appel à des experts. Au Liban, on fait avec ce qu'on trouve. Parfois, un collectionneur qui a acheté et revendu pendant des années sans avoir le titre d'expert peut être une source d'information énorme. Parfois, un restaurateur peut être une source d'information. Parfois, un menuisier, quand il s'agit du meuble, pour pouvoir dater le bois, etc. Donc, on se fait assister par ce que nous avons comme aide sur le marché, et très souvent, on se fait assister à l'extérieur. Et là, ça prend d'autres proportions. Et ça, c'est très dangereux. Nous avons posé... Ça, c'est très dangereux. Donc, moi, je pars toujours du principe quand j'ai une œuvre d'art, je pars du principe où je doute, jusqu'à preuve du contraire. Il faut que l'œuvre me dise que c'est un bon. Sinon, j'ai un doute auprès d'elle. Et ça m'a très souvent aidé à écarter. Et c'est ça la responsabilité d'une maison de vente aux enchères pour parler de nous, parce que nous n'avons pas de relation avec le peintre. C'est la responsabilité juridique du commissaire-priseur et de la maison de vente si l'œuvre s'avère être un faux. Mais il n'y a pas un instant. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il est gravissime qu'il n'y ait pas d'experts. Ces experts existent à l'étranger, chez Bonhams, ou bien chez Christie's, ou bien chez d'autres maisons de vente en France. Même les peintres libanais, les sculpteurs libanais ont des experts qui peuvent délivrer des certificats moyennant finance. Ici, les seuls experts, entre guillemets, que je connaisse sont les enfants, enfin certains enfants de Paul Guélagossian qui font le chantage, par exemple, à des commissaires-priseurs pour signer des certificats, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a dans ce circuit, il y a quelque chose qui risque de conduire à une mévente. À des abus. Oui. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Dans cet exode,
Dans cet exode de talents, de cerveau du Liban, on voit un tas d'avocats, d'ingénieurs, d'architectes, etc. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous les connaissez, les talents, les artistes qui sont au Liban préfèrent faire leur avenir au Liban ou aller à l'étranger? On est passé à un autre registre. Ouais, je crois que là, mais déjà, parce que cela rentre dans votre boulot. Actuellement, vous êtes en train de survivre. Dans quelques années, vous risquez de vous retrouver avec des peintres qui se trouvent, je crois, en France ou ailleurs, qui sont libanais, et qui font leurs œuvres à l'étranger. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un dégoût du peintre de rester ici ou une volonté de vouloir s'expatrier? Il y a une étude qui a été faite sur ce sujet. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'appelle Maïssa Abourahal. Elle a travaillé pendant longtemps sur le sujet. Je ne connais pas les résultats de l'étude. Ça serait bien qu'on l'invite la prochaine fois. En gros, il y a des gens... Mais pour revenir au sujet des experts, je ne suis pas d'accord qu'il n'y a pas d'experts. Un expert, finalement, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, peut-être, et qui a une connaissance qui est due à son expérience. Or, on a des experts qu'on peut consulter, mais qui n'ont peut-être pas le titre d'expert et qui n'ont pas la responsabilité juridique qui est liée à un expert. C'est ce que je disais, Nadia. C'est ce que je disais. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'expert. Il n'y a pas d'expert enregistré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expert au Liban n'a pas la pression d'une... Parce que s'il était enregistré, de toute manière, c'est un système qui est dysfonctionnel. Et même s'il n'est pas enregistré... on attaque un truc. Non, oui. Ça, c'est d'abord une seconde. Je veux encore clarifier une chose. C'est qu'au Liban, comme nous sommes un tout petit pays, il y a une chose qui parle beaucoup mieux que toutes les expertises et toutes les grandes connaissances et tout ce qu'on veut, et tous les Français du monde, c'est la provenance. Quand on a une œuvre qui est chez son dentiste arménien, chez qui on va depuis 30 ans, de Paul Guiragossian, qui est accroché au mur du cabinet depuis 30 ans et qu'on voit depuis qu'on est enfant, on n'a pas besoin d'un expert pour la reconnaître. Or, la taille du pays permet ce genre de connaissances, qui finalement permet aussi d'outrepasser la vie d'un expert. Et si tous les experts du monde viennent me dire que ce tableau est un faux, alors que je sais que je le vois depuis 30 ans et que je sais d'où il a été acheté, je ne le croirais pas. C'est une impression, ce n'est pas une preuve. Même des peintres de talent. Des peintres de talent. C'est une preuve, ça n'a rien à voir avec une impression. La vie de l'expert est une impression. Oui. La réalité de ce tableau accroché au mur est une preuve. Il y a des tableaux qui ont été peints devant une télévision. Et ces tableaux ont été proposés au très grand peintre de talent en lui demandant « Est-ce que vous reconnaissez cette œuvre ?» Il dit « Absolument, c'est moi qui l'ai peinte. » Donc même le peintre est dans une situation... C'est quoi un expert? C'est quelqu'un qui se trompe moins que les autres. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas un seul expert assermenté au Liban. Mais on s'en fout. Mais c'est pas grave, oui, parce qu'il est assermenté devant cette justice dramatique. Oui. Franchement, non. Mais par exemple, quand on prend les enfants de Guiragossian comme experts, mais exactement, justement c'est ça qu'on les prend comme experts. Oui, vous avez dit tout à l'heure, en parlant de l'expertise, que l'expert donne son avis ou son expertise sur le champ, à ce moment-là, à cette date-là, avec tout ce qu'il y a comme élément qu'il utilise pour donner cette expertise. Et puis peut-être que dans 20 ans, ça va changer. Mais le tableau, il est toujours là dans 20 ans. Quelle est la valeur finalement de l'expertise? Comment on peut faire confiance à une expertise menée par un expert, que ce soit ici ou en France, dont vous avez parlé tout à l'heure, si dans 20 ans, cet avis n'est plus le même et un tableau ne vaut plus le même... Vous parlez d'exception. Ah oui. Oui. En général, heureusement, l'expert, comme disait Samir, l'expert se trompe proportionnellement beaucoup moins de fois qu'il n'a raison. Donc, mais effectivement, la valeur d'une expertise, c'est... Nous savons qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont quitté le Liban au cours de ces 2 dernières années parce qu'elles n'ont pas été vendues ou n'ont pas voulu être vendues au Liban. Elles ont été vendues à l'étranger. Est-ce que les prix sont meilleurs à l'étranger ou ici au Liban? Vous allez me dire, on a posé la question la dernière fois, mais il n'y avait pas de réponse.
Ici, il y a une réponse. Bien sûr, elle est claire, mais l'art libanais se vend mieux au Liban qu'à l'étranger. Exactement comme l'art français se vend mieux en France qu'à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un marché à l'étranger. Ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui ont eu la chance dans leur vie de pouvoir avoir un marché plus international que local. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux ou pas dans la question de la qualité, parce qu'ils ont été plus présents. Un Guy Gossian ou un Aboud qui ont exposé à Kuwait ou à Riyad ou à Los Angeles ou je ne sais pas, ou à qui ils sont plus connus qu'un artiste comme Gerda qui n'a jamais voyagé et qui n'a pas exposé à l'étranger. Donc, oui, le prix Biraïe au Liban, et certainement il y a plus de gens qui vont apprécier un artiste libanais au Liban qu'à l'étranger. Et on le voit maintenant dans les maisons de vente aux enchères qui s'intéressent aujourd'hui au marché international. Il y a un carnet de Saint-Cyr ou Lyon, quand ils mettent des artistes, à part les icônes, généralement ils font moins bien qu'au Liban. Ok? بس في شغله بحب كمان جاوب على ماتر نجار انه l'art aussi il a deux côtés. Il ne faut pas oublier ce truc. Dans la question du prix, parfois on a tendance à oublier cette chose. Pour moi, l'art est une expression d'une société, d'une communauté dans sa culture. Okay? C'est très important. Il est très clair qu'une œuvre française ou américaine va toujours avoir plus de valeur d'investissement parce que c'est des économies qui sont plus fortes. Mais en même temps, je vais répondre dans le même parallélisme. Et quand même, un avocat américain, et dans ce cas, est plus important qu'un avocat libanais. Parce qu'aujourd'hui, بدنا نؤمن بمجتمعنا لننهض فيه. يعني إذا les Libanais ne vont pas croire dans l'art libanais et ils ne vont pas croire dans les avocats libanais et ils ne vont pas croire dans la production industrielle libanaise, elle ne va jamais progresser. Donc il y a un côté de mécénat dans ce sens. Parce que vivre au Liban, il n'y a jamais pour un artiste ou un artisan ou un industriel, il a un côté plus cher. Non, on peut, quand on est américain et qu'on travaille avec une galerie aux États-Unis et que cette galerie elle a 10 branches dans 10 grandes métropoles, New York ou Boston ou San Francisco ou Houston ou LA ou Casa, il a la chance de vendre 10 fois plus qu'un Libanais qui aujourd'hui va être avec une galerie à Beyrouth. Il n'y a pratiquement pas de marché à Tripoli ou à Saïda. Donc, proportionnellement parlant, l'art libanais est, côté investissement, moins intéressant que l'art occidental. C'est clair. Si vous êtes là juste pour un investissement, Anna Salah Baraki, à Snowbar Beyrouth, allez acheter américain, ma fille Majid, vous achetez un Glen Lagan à 100 000, il devient 3 millions après 5 ans. Non, ça ne va jamais arriver chez nous. بس هيدا فعل إيمان بالمجتمع. وأنا en plus Glen Lagan ne me parle pas. Quand je m'adresse, je vais voir, je sais pas, une expo chez Nadine de Rada Zourbier, ça me parle. Voilà. هلا إذا الاهتمام تبعك il est purement investissement وحياتك ما تضيع وقتك روح على أمريكا حتى مش على فرنسا ولا على إنجلترا روح على أمريكا. إذا كان الاهتمام تبعك إنه toi on aime l'art et on a envie de s'intéresser à un artiste qui vient de notre société et qui nous intéresse parce qu'il s'adresse à des problématiques qui nous affectent nous-mêmes aussi. بصير الموضوع مختلف ما بقى فينا نحكي بس بالمصاري بدنا نحكي بالعمومية.
Donc voilà, c'est ça. Non, c'est pas juste une question de prix, il faut voir... Est-ce que les peintres qui ont été surévalués, il faut appeler le nom par son nom, aujourd'hui sont revenus à une réalité plus normale, ou bien ils continuent à prétendre être des Picasso en puissance? Non, c'est pas comme ça. Le marché, l'avantage du marché libre, c'est que إذا هيدا الفنان بده يبيع à 100,000 دولار حيجي واحد حده يبيع ب 10,000 دولار. إذا في واحد حمار بده يشتريه à 100,000 وما بده يشتريه à 10,000, c'est son problème. Mais eux-mêmes, ces peintres, qui ont été habitués à vendre à 100,000 dollars, sont arrivés aujourd'hui à une conclusion réaliste en disant moi je ne vaux pas plus de 3,000 ou de 10,000 dollars. Ça va être difficile, parce qu'ils vont trouver des façons. Ils n'acceptent pas ça. Mais donnez-les au On va pas accepter de baisser. Impossible. C'est important parce que ça nous ramène 2 ans en arrière. Et on a des peintres qui étaient surévalués à cause de Dubaï ou d'autres choses. Et aujourd'hui, ils refusent. Ils ont adopté une identité aujourd'hui qui fait que non, moi je suis un Van Gogh en puissance et je n'accepte pas de tomber à 2,000 dollars. Le marché c'est autre chose. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on a créé une race de peintres ou d'artistes qui refusent de s'acclimater à la réalité du marché. Il faut le faire de facto. Le marché صالح أنا معك بس عم بسأل أنا عقليته هذا اللي افتكر حاله فان جوغ وقالوا له بعد 6 ans لا يا أخي Il se décoté, à la côté. On tombe dans des cas psychiques qui sont très durs. Ces gens-là ont cru qu'ils étaient quelque chose et que bon, ce n'est pas vrai. Le marché, il est beaucoup plus dynamique. Ils représentent quoi? 5% du marché, puis 95%. Peut-être, mais ils ont fait l'actualité pendant des années. Oui, mais ça existait dans toutes les professions aussi. Ça existait dans toutes les professions. Le nombre de médecins, d'avocats, d'architectes qui ont flambé 2-3 ans et puis après, pouf. Il y a eu des galeries qui ont fermé au Liban. Non, à ma connaissance, à part la petite galerie اللي هي 392, 393, يعني ما كانت galerie بالحقيقة, c'était l'espace de Roderick Cochrane qui a fermé à cause de l'explosion. En principe, il n'y a pas vraiment eu de galeries. Il y a des galeries qui ont ouvert. Il y a maintenant des nouvelles galeries qui ouvrent. Et les jeunes femmes qui ouvrent qui n'ont pas encore trouvé leur politique et leur chemin, je dois avouer, qui prennent des artistes qui n'exposent peut-être pas dans les galeries et ils commencent à s'appeler galerie si vous voulez, mais c'est un espace où on peut voir beaucoup de choses. Finalement, le marché de l'art au Liban a tenu mieux que d'autres secteurs. Oui, il est dynamique. وإل s'adapte. هلا ما عم بقول c'est un signe d'abondance encore une fois. أنا ما عم بقول إنه نحن بأحسن أيامنا أبداً، بس عم بقول dans un pays où tout est en train de s'effondrer, en fait, il s'adapte beaucoup mieux. Et بالعكس, il y a des galeries qui s'ouvrent. بعدين la question de la qualité elle est aléatoire. Où il n'y a pas de galeries qui ont fermé. Il y a des ventes aux enchères pratiquement tous les mois. يعني ce n'est pas. C'est vrai, il y a des prix, بس ومع حق dire non, il ne faut pas afficher vos prix à l'international dans des dollars. Alors, c'est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu le marché de l'art et l'index, l'Art Market Index, il y a une Yvette Ashar qui s'est vendue à 460 000 $. C'est pas vrai. بس معلش Odile, c'est des aberrations normales لأنه بكل مراحل toutes les crises il y a des périodes d'adaptation
et d'arbitrage. Ici, Mais l'arbitrage. ça nous met dans des situations comiques. Moi, Moi, j'ai eu 5 demandes d'exposition de bons peintres. قولي له حبيبي بعلك اياهم ب 500,000 دولار. قولي له للزلمه برا، قولي له انا بعلك اياهم ب 500,000 بس 500,000 فيك تصرفهم بس الاثنين بافالار دو 3,900 بالشهر. بدك 200 سنه. Tout s'explique. Tout s'explique. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Nous avons mis du temps à réaliser comment on était هيك عم يعجنونا. نحن on a mis du temps. Comment veux-tu expliquer ça à quelqu'un qui vit en Catalogne ou qui vit en Uruguay que c'est pas des vrais prix ça? خلص حيصيروا هلا ديجا لا بلوبار n'affiche pas en vrai dollar. Oui, je m'appelle Nadine Fayad. J'ai ouvert ma galerie depuis 8 mois. Un peu plus fort. J'ai ouvert ma galerie depuis 8 mois durant la crise économique. Et je représente un seul artiste, Raouf Rifai. Donc c'est un concept un peu nouveau ici. One gallery, one artist. Pardon? Non, il n'est pas très jeune, je veux dire, ça fait très longtemps qu'il est sur le marché. Oui, non, ma galerie. Je parle de ma galerie à moi, ici à Tabriz. J'ai ouvert depuis 8 mois et je le représente. Je veux être un peu optimiste. Je survis parce que je travaille trop sur le marketing de l'art. Le social media est très important pour garder la valeur de l'artiste et en plus pour créer des échanges artistiques et culturels avec l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2 jours, 3 jours avec le maire et les délégués de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui sont venus dans ma galerie à moi. On a décidé d'ouvrir une nouvelle alliance avec eux l'année prochaine. Donc comme ça, on peut survivre, on peut être optimiste, on peut garder la valeur de l'artiste et comment dire, on peut continuer comme quoi avec une galerie qui vient d'ouvrir récemment. Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci. Les prix que vous avez établis pour les nouveaux talents des 2 dernières années avec la très belle exposition, les très belles expositions que vous avez faites au moment du 17 octobre, c'est très important parce que les prix que vous pratiquez ne sont pas du tout les prix fantasmagoriques de Dubaï et autres. Les prix qu'un jeune doit avoir par rapport à tous les autres prix qu'on a pratiqués pendant des années, et il l'accepte. Et je crois que c'est la bonne voie à suivre. Il ne faut plus sauter de façon irrationnelle en disant ce peintre ou cet artiste est vraiment un génie et je vais grimper à 110 $. Ça risque d'entraîner beaucoup de problèmes pour tout le secteur que vous défendez. Et c'est merveilleux, la politique que vous suivez est très réaliste et c'est ce qu'il faut faire. Il faut revenir à une période ante 2007. C'est ça. Vas-y. Je voudrais poser une question à Odile. Après avoir entendu tous les galeristes et les experts en art, etc., on se rend compte que tu es moins optimiste que d'autres pour ce qui se passe actuellement. Et la question que j'aimerais poser, est-ce que tu penses que le fait d'avoir ta galerie dans le centre-ville, qui a été coupée pendant 2 ans durant les événements, etc., a pu jouer un rôle dans ta façon de percevoir les choses? Donc l'emplacement de la galerie en lui-même est le facteur essentiel de... Tu veux que je te dise, j'ai ouvert ma galerie à Kaslik dans les années 82-83. Je n'ai jamais ramené un tableau dans l'atelier d'un artiste après une exposition. Tout ce que j'exposais était vendu. Au centre-ville, c'était les mêmes prix. J'ai même baissé des prix. J'avais des prix très très abordables et des jeunes artistes très valables. Et c'était la croix et la bannière pour vendre. Vraiment, j'avais de bons artistes, de très connus artistes, mais le centre-ville
était nul, surtout les 3 dernières années. Ça n'a pas commencé le 17, je ne sais pas quoi, septembre, non. Ça avait commencé avant. Quand il y a eu des manifestations de banques, quand les banques ont commencé, les gens n'ont plus de dollars et les dollars doivent aller ailleurs que dans les œuvres d'art. Ils doivent manger, payer leurs bonnes, payer leurs chauffeurs, garder leur essence et leur voiture avant d'acheter un tableau et de le flanquer au mur. Il y a des priorités. Il se passe de leur tableau, ils doivent payer leurs bonnes, sinon eux, ils vont essuyer le parterre. مظبوط ولا لا؟ il faut être réaliste. C'est la réalité. Absolument. Anna, qui est la maison pleine jusqu'au plafond de tableaux et la galerie pleine, je m'en fiche de tous les tableaux si je n'ai pas de quoi payer ma banque. Il y a des priorités, il faut être logique et honnête envers soi. Moi, je comprends que les gens n'achètent pas. Et moi, je n'ai pas haussé les prix, j'ai tout baissé les prix. Tous les prix sont beaucoup moins parce que je tiens compte de la situation. Et les ventes sont très très difficiles alors que j'ai passé 15 ans à ne jamais ramener un tableau dans l'atelier d'un artiste après une exposition. Tout était vendu. Immanquablement, toutes les expositions que j'ai faites, il ne me reste pas un seul tableau. Alors qu'au centre-ville, vraiment, c'était la croix et la bannière. Chaque jour, il y avait quelque chose. Est-ce que des expositions à prix raisonnable ne serait pas une bonne idée pour reprendre un peu le... Mais on a des prix raisonnables. Mais quand on vend des tableaux à $300 et à $400, c'est raisonnable. Non, je parle d'exposition. Oui, exposition. Il y a toujours eu des artistes bon marché, raisonnables, de talent, etc. Le problème dans le monde de l'art, il est toujours le même. Il y a des superstars. Tout le monde aujourd'hui veut un étal Adnan. بدك étal Adnan حقه $200,000. روح اشتري حدا تاني qui aujourd'hui vous pouvez l'acheter à $1,500. Tout aussi beau, différemment, etc. On n'a pas envie de l'acheter parce que c'est pas une superstar. Parce que toute ma vie, on dit que je suis très cher. J'ai toujours eu des artistes qui vendent à 1 000 et 3 000 et 5 000 et des artistes qui vendent à 100 000. On ne parle que des success stories. On ne va jamais vous parler des 1500 œuvres qui ne se sont pas vendues dans une vente à palier. On va vous parler qu'il y a une œuvre qui s'est vendue à 2 millions. Ben, ça ne veut pas dire non. Aujourd'hui, il y a 400 artistes dans le monde sur lesquels il y a de la spéculation. Et ça peut-être le monde de l'art est en train de flamber بالعالم. En fait, في 400 فنان هيدول. بعدين tous les restes des artistes en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, بيعملوا survie. Ben, ça a toujours été comme ça n'a pas changé. Les gens aiment le succès. Un super artiste. Allah, Auerbach, à 300 000 sterling, إذا بنجيبه بنقوله طيب بتاخده ب 150,000 بيفكر فيه. لما كانوا ب 20,000 بفكر. C'est comme ça parce que les gens aiment ça. Tu n'as pas envie d'acheter quelque part, surtout maintenant, parce que avant, il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma vie, il y a 30 ans, on dit le tarif نتيجة, كان les collectionneurs ما بحياتهم يفكروا يبيعوا تابلو، كان بالنسبة له مش ممكن يبيع تابلو، انه ما صدق اشترى بده يبيعه. هلا قبل ما يشتري بيشتري لانه بده يبيعه. طيب c'est une mentalité qui a changé, je comprends. On s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des artistes qui sont très engagés, qui ne sont pas vraiment dans la spéculation du marché, etc. Il y a de tout pour faire un monde. ما بدنا نركز بس على الهيدا. في un marché, une scène artistique dynamique, في معارض, في فنانين, في création بتجنن. Les artistes libanais se tirent assez bien وين ما بيروحوا. Okay. On doit être fier de la création
libanaise, dans la littérature, dans l'art, dans la musique, dans le théâtre. Il y a beaucoup de vigueur ونحن بعتقد انه الانسان اللبناني اللي بيحب بلده متعلق بمجتمعه عنده واجب يدافع عنه، مش بهبل بس انه مفروض انه في نوع من الميسينا بهيدا الموضوع. انا بفضل اشتري مبيت لبناني على انه اشتري مبيت فرنساوي. طبعا ما بدي اشتري مبيت لبناني اذا خل، بس اذا كان كثير منيح وسعره 10 قد نص الفرنساوي يشتري لبناني. ليه اشتري؟ I believe in this. However إذا حدا قرر يشتري فرنساوي ويدفع حقه $3000 القنينة صحتين على قلبه يعزفني بليز، بس انه il y a de tout. Il y a de tout. Est-ce qu'il y a eu un exode des collections libanaises vers l'étranger, au moins pour des raisons sécuritaires? Il y a eu ça. Il y a eu des départs. Oui, ils ont transporté beaucoup à Londres, beaucoup plus qu'en France. Alors, oui, beaucoup sont. Est-ce que vous estimez que le gros des collections libanaises se trouve à l'étranger ou au Liban? Non, au Liban, ils sont restés ici, mais moi, ce qui me dérange beaucoup, par exemple, je vais vous donner un exemple, je suis outrée de ça. Je vois des gens arriver avec des paquets, ils me disent il y a 100 millions ici, on veut un tableau, parce que je comprends qu'ils savent que leurs 100 millions ne vont plus valoir quelque chose la semaine d'après. بدهم ياخذوا tableau ويلزقوني 100 millions. Mais c'est ça. Et c'est tous les jours que ça m'arrive. خديهم ال 100 مليون روحي بديهم بعدين يا حبيبتي تاخذي فيهم ضلالات من وقت ما دقيقة الأخذهم لبدلهم لتاني نهار بيكون راح ديجا 10% de leur valeur. بس أخذوا أحلى تابلو عندي بالعالم بيدفعوا 100 millions. Donc, mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait en fait. Je suis outrée, alors je chasse tout le monde. Il y a un intérêt pour l'œuvre en elle-même par rapport à l'argent. Johnny, avant de vous donner la parole, pourquoi vous n'avez pas de vente aux enchères cette temps-ci? On m'avait déjà posé la question. Oui, mais vous répondez jamais. Non, je disais, on avait préféré rester en stand-by justement à cause de ce problème de dollars et de dollars et tout ça. Oui, mais il y a une autre raison, c'est pas suffisant. Tout le monde travaille avec les dollars et les dollars. Oui, d'accord. Pourquoi vous ne faites pas de vente aux enchères? Il y a tellement de ventes aux enchères, ils n'ont plus besoin de ça. Voilà, effectivement. Je vous donne la parole, oui. Je m'appelle Liba Chab. Un peu plus fort. Je m'appelle Liba Chab, je suis galeriste et je travaille. Elle s'appelle Liba. Liba Chab. Voilà. C'est incroyable. Ah, merci. Être une donation. Ma question est à Madame Gouche, que je respecte énormément, et M. Saleh Baraka. Comment aider à introduire des artistes libanais plus dans les musées à l'étranger, dans l'Institut du monde arabe, au Guggenheim, au Tate peut-être? Oui, ça, je ne saurais pas répondre à C'est cette un question, mais travail ça, Elle est jeune, elle doit être dans. C'est un Oui, c'est le fait, Noël. Si vous pouvez un peu nous éclairer. En fait, c'est une accumulation. On ne rentre pas dans un musée parce qu'on a envie d'entrer dans un musée. Il faut faire ses preuves des années, des années. Est-ce que les galeristes jouent un Là, rôle? là, pas nécessairement, bien sûr. هيدا دور كثير أساسي للجاليري إنه تعمل هيدا الشغل، بس هيدا الشغل بيسبق كثير قصص. On peut pas s'adresser à un musée si déjà on n'a pas de publications très qualitatives. C'est pas suffisant d'avoir un catalogue, il faut avoir un livre avec des mais il est très scientifique, il est ouvert à tout le monde. Et à mon avis, mais je ne n'en connais pas assez sur la question, je pense que c'est plutôt les institutions qui viennent chez les galeries plutôt que l'inverse. مش انت بدك تروح تفتش عليها، ما نفتش عليها. Il y a des cas, beaucoup de cas. Je crois qu'on a épuisé notre séance aujourd'hui en attendant des idées géniales de professeur. Très bien, je vous remercie pour votre présence. Justement, je me demande s'il faut encore continuer ces réunions. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Ça, c'est un. Deux,
je vais vous dire très franchement, je suis resté sur ma faim. Parce que la plupart des questions que je me pose restent encore à l'état de questionnement. Bien entendu, M. Barakat nous fait la leçon. Acheter, c'est tout, il faut aimer passionnément. Là, cher M. Barakat, vous prêchez des convertis. Non, il ne faut pas oublier. Personne n'oublie. Nous ne sommes pas des marchands ici tous. Nous avons un peu de culture quand même. Il reste quelques résidus de cette culture que vous mettez en exergue comme ça. Mais ceci dit, il y a encore beaucoup de questions majeures. Un, pourquoi l'art libanais ne se vend pas facilement à l'étranger? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une créativité à laquelle il faut réfléchir. Il faut éviter de se laisser inspirer un peu trop. Il faut essayer de trouver un créneau qui soit digne de notre culture et de notre patrimoine. Je pense à l'Irak, par exemple, je pense à l'Iran, je pense à l'Égypte. Ils ont un profil de la création picturale et artistique en général qui est beaucoup plus important que ce que nous avons au Liban, à mon avis. Ensuite, pour les jeunes artistes libanais, il faut encourager les artistes à vendre de manière à avoir un prix raisonnable. Mais je kiffe manquer, il faut demander des 10 000 et des 20 000 dollars et non pas des dollars. Ensuite, il y a beaucoup, malheureusement, le marché a enflé à un certain moment. Il y a des artistes qui n'en croient plus leurs yeux. J'ai acheté un jour à 19 900 dollars une toile d'un artiste libanais qui pensait ne jamais devoir vendre à moins de 75 000 ou 80 000 dollars. Il était choqué que j'ai pu acheter une belle toile de sa collection à 19 900 dollars. Et il ne m'a plus adressé la parole parce qu'il trouvait que cela le démoralisait, que cela touchait à son ego, que sa stature d'icône du marché moyen-oriental l'empêchait d'accepter cet état des choses. Et pourtant, ensuite, il n'y a pas d'experts, ne vous en déplaise, ma chère Nada, il n'y a pas d'experts patentés au Liban. Il n'y a pas d'experts, non, patentés, c'est-à-dire des experts. Je sais qu'un Français qui a fait tous les musées du Liban, qui va chez tous les collectionneurs du Liban, est venu un jour me dire, écoutez, mon cher ami, moi je voudrais me situer au Liban comme un expert en art, parce qu'il n'y a pas d'expert en art. Et puis il y a eu la crise, il n'est plus venu. Je ne vais pas vous dire son nom, je vous le dirai tout à l'heure. Mais on le connaît. Voilà. Vous. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. بس ما تنجار هيدا الفرنساوي اللي بده يجي لهون ما بيعرف شيء عن الفن اللبناني بيعرف كل شيء بيعرف اكثر منك ومني سمعني عنده شهاده بيعرف لا il n'a même pas c'est vous dire je veux pas faire de la polémique maintenant mais je veux vous dire tout simplement que nous avons beaucoup de mérite, vous avez beaucoup de mérite à continuer à travailler. Je suis en admiration devant les propositions de Nadine parce qu'elle est réaliste quand elle dit qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin et qu'il faut s'adapter et qu'il faut ne pas donner au mur l'épaisseur des montagnes. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est une vision réaliste, c'est une vision qui correspond à la situation d'après le 17 octobre 2019. C'est une situation nouvelle, malheureusement une situation
politique et financière nouvelle, je suis tout à fait d'accord, mais ce que j'aurais aimé, moi, c'est que nous aboutissions à des recommandations concrètes. Par exemple, dans le temps, Nadine était venue me voir en me disant « Est-ce que c'est normal qu'un artiste libanais qui veut rapatrier au Liban sa propre collection doit payer des droits de douane? Est-ce que c'est normal ?» Tu te souviens? Je me rappelle. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut mettre en relief au Liban. Nous travaillons en matière de marché de l'art, yallah, un peu à la va-vite, un peu à la libanaise, sans rigueur, sans... J'ai voulu vendre, je ne veux pas dire quoi, un petit tableau qui fait 15 cm par 10 cm. On n'a pas voulu me le vendre à Londres sans qu'il aille à Paris, chez un expert de ce peintre à Paris, qui a touché 2000 € pour me dire, oui, en effet, c'est un tel. Nous savions tous que c'était un tel. C'était manifestement un tel. Mais je veux dire que c'est sérieux, là. L'art n'est pas quelque chose de... C'est ça que je veux dire. La deuxième proposition que je voudrais faire, c'est que je crois que maintenant, c'est ce qui s'est dégagé de toutes ces conversations. Il faut encourager les jeunes. Il faut acheter jeunes. Il faut, comme dit notre ami le grand Saleh Barakat, prendre ces jeunes pour un leverage. C'est ça la vérité. C'est ça qu'il faut. Il faut conclure sur une note d'espoir. Il faut conclure sur une note, j'allais dire, d'amitié pour ces jeunes. Et même si c'est moitié dollar, moitié dollar et un peu un zeste de livre libanaise, je crois qu'il faut absolument repenser le marché de l'art en fonction des données réalistes actuelles. Vous avez énoncé un point qui est très important, parce que vous dites toujours il n'y a pas de comment on s'appelle, il n'y a pas au Liban d'experts. Oui. Comme elle a dit, Nada, quand pendant 30-40 ans, finalement on a l'œil, mais enfin c'est pas grave, on ne nous fait pas confiance. Il n'y a pas d'experts parce qu'à la base aussi, il n'y a jamais eu d'infrastructure. Quand nous avons un musée au Liban, quel qu'il soit, le musée, la première des choses que ce musée devrait faire, enfin, d'après moi, attention, hein, vous pouvez nous sauter dessus, la première des choses que le musée devrait faire, avant de commencer à travailler, à chercher des directeurs, à des machins, c'est envoyer 4 personnes, 3 personnes. Il faut envoyer quelqu'un pour apprendre à être conservateur. Il faut envoyer quelqu'un pour apprendre à être curateur, si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire. Le curateur, on l'amène à chaque fois de quelque part. Conservateur, ils font archiviste et expert. Sans ça, même nos musées ne valent rien. Et nous n'avons personne. Nous trouvons nos amis libanais, on leur donne un titre, ils deviennent je ne sais pas quoi, et à la base, ils savent encore moins que... C'est la raison pour laquelle... Et une fois, si on avait fait ça depuis longtemps, s'il y avait vraiment un ministère de la culture, dans le temps, le ministère de l'Éducation nationale, c'était le ministère qui achetait des tableaux, qui passaient dans des galeries ou dans des connaissaient à bout. Ils ont fait une petite collection qui est très bonne, Saleh la connaît très bien, à la base. La base, c'était l'Éducation nationale. Et il n'y avait pas de musée de la culture, heureusement, parce que franchement, on n'en a pas besoin. Vous avez beaucoup souffert. Mais donc, ces gens achetaient. Et il y a eu, à un moment donné, beaucoup d'artistes qui ont reçu des bourses, des menach, pour aller étudier en Italie, dont les artistes que nous connaissons, une grande panoplie d'artistes. Il y avait quelque part quelque chose quelqu'un qui travaillait un peu au Liban,
Un, envoyer des artistes pour faire des diplômes. Deux, envoyer quelqu'un pour acheter et faire une collection. Tout ça a sauté avec la guerre. Pas maintenant. Tout ça va revenir, devrait revenir avec cette saura. Mais tout ça a sauté avec l'autre guerre. Un musée qui ouvre, un musée qui est ouvert, un musée connu depuis très longtemps, un musée nouveau. Regardez qui est à la tête de ce musée. Oui, S'il y avait eu un expert, un conservateur, un archiviste, un machin, ces gens-là auraient fait des petits et on aurait tous bénéficié de tous ces professionnels. Moi, ce que je mais même disais ça, il n'y a pas. Aussi par rapport à l'histoire des experts, c'est vrai qu'il n'y a pas d'experts. Et personne n'est expert. Je ne parle pas seulement d'experts, je parle de tout, de conservateurs, d'archivistes, d'experts. Dans le domaine des experts, ce qu'il y a au Liban, qui est un avantage parce que c'est un tout petit pays, c'est les provenances. La provenance, savoir d'où vient ce tableau. C'est essentiel. Exactement, donc ça remplace. D'abord, tu n'as pas une certification dire provenance. Et je dis ça remplace très souvent une expertise, c'est ça que je veux dire. Alors, parce que tu sais. Pas souvent, il y a des provenances aussi dont tu n'es pas sûr. Ma mère l'a acheté, ma grand-mère, je l'ai hérité. Oui, non, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Ça veut rien dire. C'est pas de ça dont je parle Alors, il faut juste. D'abord, c'est très sympa l'affaire. Pour finir avec notre optimisme, il y a certainement beaucoup de faux dans le marché libanais parce que le marché libanais et l'art libanais est successful et que, par définition, quand quelque chose vaut beaucoup d'argent, on va le forcer naturellement partout dans le monde. Mais le marché de l'art libanais, il est relativement, par rapport aux Irakiens et aux Syriens et aux Égyptiens et plein d'autres, relativement كتير مضبوط. Il y a اللي بيغلطوا بيشتروا des faux لأنه ما راحوا على المحلات المضبوطة. بس effectivement اليوم صار في كتير estates للفنانين عم يضبطوا الوضع. Oui, on peut avoir شو بيقولوا nos réticences par rapport à certains انه عن بيت نيغوسيون بدهم ياخذوا مصاري بس صعب avec عبود et بسبوس etc. هلا il reste quelques artistes ما عندهم des successions d'artistes et c'est un problème parce qu'il y a un problème مثل Salih Bakouali par exemple. Parce que les autres, il n'y a pas aujourd'hui un problème avec ni Etel Adnan, ni Huguette Calan, ni Yvette Ashar, ni Shafi Aboud, ni non. On m'a proposé. Il y a des faux, il dit pas de faux. J'ai commencé, il y a beaucoup de faux. Il dit pas, il n'y a pas de faux. Il a dit, il n'y a pas de problème. يعني خذ هيدا التابلو بعد دقيقة واحدة ودقيقة واحدة يا بتفرجي لها كريستين عبود بتقول لك قرعت أبوه من وين أو تفرجي لها نادين أو لا أودين بيقولوا لك بس إذا ما رحت Donc il y a un expert pour la boule. Oui. Il y a des experts. Maintenant des experts à ليش les négociants الأنين ببعضهم؟ مع الأدنى ما في نو سؤال فاليري لا فاليري اعترفي انه بالاخر بيصير اوقات 1% دو بروبليم على قصص بس بالاخر اليوم 95% دي جيراكوسا. انا مره شفت بعيني بمحل كان في شي 300 تابلو مزور لجيراكوسا. اليوم ما بقى بتشوفوا مين عم بيزورهم؟ شو بعرف ولاده انا شفتهم انا شفتهم رحت لعنده على الاتيليه مصفوف 30 شغله وشغال لي عم يدهنوا هو بيقوم بيمضي كانت مكسوره مقصوصه. C'est pour ça qu'on revient à la provenance. بتشوفيه من كيلومتر الجيراغوسيون. يا خيي يقعد يبقى قاعد وعنده شغيله صف هيك حواليه عم يدهنوا على شغليه يقوم يعمل له زيحان هو ويمضي. هدول كلهم انباعوا avec des certificats d'authenticité de ses enfants. Moi, j'ai vu ça. Mais ça, c'est pas une particularité libanaise. Non, mais attention. On m'a soumis.
Il n'y a pas de doute qu'actuellement, il y a une opération de survie pour les galéristes, les ventes aux enchères, etc. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement important. Quand on arrivera au bout du tunnel, il faudra qu'il y ait une introspection de la part de toutes les personnalités ici présentes, avec les responsables qui seront au pouvoir, pour remettre en marche un système qui a été carrément abandonné et qui vous a fait du tort, ainsi qu'au public. Il faut reprendre en main le marché de l'art qui est carrément abandonné au Liban. Vous avez survécu, vous n'avez pas vécu dans ce pays. Il y a à l'ESJ une école de curatoria et quoi? Et critique d'art. Ça, c'est une solution. C'est une référence. À quel hal? J'ai commencé On va à pas. exposer Les réunions sont. Excusez-moi, il y a aussi Madame Les Yann. réunions sont censées être terminées à midi et demi. Si vous voulez faire une prolongation, moi je n'ai pas d'inconvénient. Mais je crois que si ça tarde, ça va devenir de la délicatesse. Merci infiniment. Alors, nous prenons en général une photo de, si vous voulez bien.